langs de voeten afgelopen. Is afgelopen. 1995. Ajax wint de Europa Cup 1 voor de vierde keer in de geschiedenis. Frank Rijkaard, we hebben voor jou genoten. De Champions League Cup is voor Ajax. Danny Blind, kijk naar het feest. Wat een fantastische groep zeg. Wat een moment voor Danny Blind. Zoveel slimmiteit heeft hij gehad. On ne peut pas faire plus vintage que cette célébration de la victoire finale de la Ligue des Champions de l'AFC Ajax. 1995. Les hommes de Louis van Gaal sont sur le toit du football européen, point d'orgue d'une génération ajacide en or. Les libéraux. Le podcast qui revient sur le football de notre enfance. Et c'est avec Damas. Bonsoir à tous. Tate. Salut. Et Yohan. Bonsoir à tous et à toutes. Que nous allons parler de l'Ajax Lubumbashi, tous ensemble. Messieurs. Ouais. Et non pas de l'Ajax Cape Town. Alors là, messieurs, je viens de gagner 100 €. Et je vous expliquerai plus tard pourquoi. Non, plus sérieusement. Messieurs, on va parler de l'Ajax 1991-1997. Une époque, une équipe qui a marqué pas forcément notre enfance, mais nos souvenirs, et en tout cas les souvenirs aussi des idoles de notre enfance. Et c'est surtout une équipe d'Ajax qui est substantiellement liée avec un coach qui est Louis van Gaal. On va revenir sur le contexte d'arrivée justement de son coach. Pour le rappeler, Louis van Gaal prend sa retraite de footballeur en 1986 avant de devenir l'assistant coach à l'AZ Alkmaar. Mais c'est en 1988 qu'il rejoint les rangs de l'Ajax en devenant l'assistant de Leo Beenhakker, qui est le coach de l'équipe première à ce moment-là. Autre fait très important, Louis van Gaal est à la coordination des équipes de jeunes. Il prend les rênes du club en 1991 officiellement, Tate, à une époque où c'est le PSV Eindhoven de Romario qui domine les Pays-Bas. Oui, c'est le PSV Eindhoven qui domine les Pays-Bas. Ils investissent sur le marché des transferts. Il y a premièrement la rénovation du stade en 88, le Philips Stadion. L'entreprise de télévision Philips met de l'argent sur la table. Il recrute le jeune espoir international de Romario qui s'est fait connaître au JO à Séoul en 88. Et ils mettent le paquet sur lui. Et à cette époque-là, on a vraiment l'Ajax qui met de l'argent sur le marché des transferts. Et tout le contraire de l'Ajax qui, malheureusement, a des pertes financières et qui doit composer avec la formation et le bordel qui est en interne avec le changement de président et le changement de coach. Ils ont connu 4 coachs en un an. Et Van Gaal va justement arriver à mettre en place une véritable révolution structurelle. Damas, la première chose qu'il va faire, c'est de diviser officiellement, entre guillemets, le club en deux, avec toute une équipe autour de l'équipe professionnelle et toute une équipe de coordination autour du centre de formation qui va avoir un rôle primordial. Il faut dire quand même que Van Gaal a fait quand même un bon bilan de la situation de l'Ajax en étant déjà coordinateur des jeunes, comme tu l'as bien dit, Reda, lors de ta précédente intervention. Donc il a bien vu ce qui se passait en interne, notamment au niveau de la formation, et il va appeler des hommes providentiels par rapport à la mise en place de son nouveau staff. Donc il arrive en 91, fin septembre 91. Après que M. Beenhakker est parti sous d'autres cieux, on évitera de dire le nom. Et on peut compter sur toi, Johan. C'est à toi de le dire. Et par contre, et en fonction de ça, il va rapidement s'entourer de personnes importantes par rapport à son staff. Ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, il va oser dire, lors d'un interview que j'ai vu, c'est que à l'Ajax, chez nous, on pense ensemble, on réfléchit ensemble et on décide ensemble. C'est comme ça qu'on fonctionne. C'est-à-dire que il a compris qu'il y avait un sacré bordel, mais il a voulu surtout remettre en avant l'institution Ajax pour que ces jeunes du centre de formation par la suite deviennent les gardiens de la culture qu'ils voulaient mettre en place. Exactement. Alors après, je compte sur Johan pour pouvoir développer ce qu'il en est par rapport à cette culture. Alors, avant de laisser Johan développer cette culture Ajax qui va devoir représenter l'institution Ajax, une institution qui était déjà très importante à cette époque-là. Tu parlais de personnalités très importantes, je vais me permettre de les citer. Il y a d'abord celui qui va être à la tête du centre de formation qui est Ko Adriaanse. Van Gaal va aussi s'appuyer sur beaucoup de fidèles comme un certain Tom Pronk, qui va faire le lien entre l'équipe de jeunes et l'équipe professionnelle. Il y a le fidèle assistant de Louis van Gaal, qui est Gérard van der Lem. Il y a aussi une autre personne très importante qui s'appelle Frank Hoek, qui est l'entraîneur des gardiens. C'est lui notamment qui va insuffler cette idée de Van der Sar, premier relanceur. On aura l'occasion d'en reparler. Avec Victor Valdés aussi après. Hein. Justement, c'est celui qui a flairé cette qualité chez Victor Valdés. Il y a aussi Bobby Harms,
qui est au club depuis bien avant Rinus Michels, et qui est un spécialiste de la remise en forme. On reparlera aussi de cet élément. Deux éléments aussi nouveaux à l'Ajax de Louis van Gaal, c'est qu'il va y avoir un spécialiste des courses qui s'appelle Laszlo Jambar. Donc c'est très important aussi de voir que cette idée de nouvel homme avec des nouvelles techniques pour des nouvelles idées de jeu. Donc Johan, ça commence tout de suite avec des premiers succès, notamment la victoire en Coupe de l'UEFA en 1992 contre le Torino. Ça prend bien apparemment. Effectivement, donc pour le coup, il y a la victoire en Coupe UEFA contre le Torino en 1992, où demeure un certain Dennis Bergkamp qui ne participe pas à cette finale, Dennis Bergkamp. Mais oui, il y a cette victoire au Torino, après un 0-0 justement à Amsterdam. L'Ajax fait un match assez extraordinaire du côté de Turin, où ils accrochent un 2 buts partout. Donc à l'époque, c'était les finales aller-retour. Mm-hmm. Et l'Ajax fait 2 buts partout et puis remporte cette Coupe d'UEFA 92 face au Taureau. On est quand même à une période tâtée un peu bizarre, entre une équipe formée de joueurs qui ont connu les années 80 et des joueurs qui vont être les piliers des années 90 de l'Ajax. Exactement, vraiment 92 et cette finale. Excuse-moi Johan, Bergkamp fait la finale aller, il fait pas la finale retour. Enfin oui, la finale retour, autant pour moi. Ouais. Il fait la finale aller. C'est vraiment la transition 92. Ce que je disais lors de ma première allocution, c'est que vraiment il y a ce tournant financier. Il y a vraiment plus d'argent à l'Ajax et Van Gaal, on lui dit clairement qu'il n'aura pas d'argent pour recruter. À partir de ce moment-là, il se concentre vraiment sur la formation. Et en 92, il y a Danny Blind qui reste dans le socle, qui sera toujours capitaine. On a Winter qui va partir. On a Stanley Manzo, le gardien, qui va perdre sa place face à Van der Sar. On a Bergkamp qui va partir un an après. 92, c'est vraiment le tournant entre l'ancienne génération qui va être posé sur le banc avec le gardien et qui vont partir à cause de problèmes financiers et les jeunes qui vont émerger par la suite. En 1992, l'Ajax Amsterdam finit deuxième avec Bergkamp meilleur buteur du championnat avec 22 buts. 1993, l'Ajax finit troisième de son championnat avec Bergkamp toujours meilleur buteur avec 26 buts. Pourtant, il ne reste pas. Damas, on se sépare de Dennis Bergkamp, et qui ne va pas faire partie de cette génération formidable de l'Ajax. Pourquoi ? Il n'en fait pas partie parce que, déjà de 1, il y a aussi le souci des finances, c'est-à-dire que l'Ajax et même les Pays-Bas, avant même... Alors, est-ce qu'on peut faire le lien aussi avec certains traités économiques sur le continent européen qui ouvraient aussi la voie, avant l'arrêt Bosman, qui nous concerne bien nous, footballeurs, mais qui, avec le traité de Maastricht aussi, qui s'est ouvert en 92, qui permet aussi à certaines voies européennes à commencer à s'extirper, et le fait qu'on s'intéresse... Le 20 septembre 80... Le jour de naissance de notre cher Tate. En effet, joyeux anniversaire encore une fois. Mais enfin, ce que je veux dire pour revenir au sens des réalités, le traité de Maastricht a aussi ouvert la voie au marché européen du football. Et on s'est beaucoup aussi intéressé à des éléments néerlandais. Et l'Ajax, ça répondait aussi à son besoin par rapport à Bergkamp. Maintenant, ça c'est le point financier parce que l'Ajax avait besoin d'argent et Bergkamp était attractif, mais le deuxième point, c'est est-ce que Bergkamp répondait aussi au point tactique et à la philosophie de jeu de Van Gaal ? C'est ça aussi. On va en parler tout à l'heure justement de cet aspect tactique prôné par Louis van Gaal et dans quelle mesure Dennis Bergkamp n'y rentre pas. Parce que Louis van... Oui, vas-y. Excuse-moi, merci. Et en fait, pour terminer, c'est que Bergkamp s'en va, mais il y a un autre homme qui arrive après, messieurs, qu'il faudra en effet gratuler comme il se doit. Jari Litmanen. Ah non, mais on va pas se gêner, t'inquiète pas. Donc je disais, Louis van Gaal a des idées bien claires en ce qui concerne la formation et le recrutement, notamment parce que c'est une obligation pour la survie entre guillemets du club. Ce qui va être intéressant, c'est que pour maintenir, tout à l'heure aussi Damas le disait, cette institution de l'Ajax, il faut des gardiens de structure. Et les gardiens de la structure, ce sont les jeunes formés au club qui seront les garants du style Ajax. Et les recruteurs, notamment, vont s'appuyer sur une analyse technique des joueurs, Tate, qui s'appelle le TIPS, où on va essayer de chercher les joueurs les plus techniques, les plus intelligents, avec de la personnalité et avec une dimension athlétique supérieure. Exactement. Donc le TIPS, je rappelle la définition. Donc le T pour technique, le I pour intelligence, le P pour la personnalité, donc tout ce qui est compréhension du jeu, les situations, la vitesse du ballon, etc., etc. Et le S pour speed, donc vitesse, c'est vraiment tout ce qui est aérobique et tout ça. Et il faut savoir que quand Van Gaal arrive à l'Ajax, c'est lui qui apporte cette matrice, il la met sur un logiciel, et jusqu'à aujourd'hui, cette matrice est utilisée
au niveau du club. Exceptionnel. C'est exceptionnel. C'est-à-dire que cette matrice va avoir 30 ans l'année prochaine. Et jusqu'à aujourd'hui, cette matrice est utilisée dans les organes de l'Ajax. Et Tate, ce que tu as oublié de comment dire, un aspect sur lequel tu as oublié d'affirmer, c'est concernant la personnalité, on évoque aussi le charisme qu'il y a sur le terrain. La capacité justement à être charismatique sur le terrain et en dehors du terrain. Ça, c'est un aspect aussi qui est très très important pour l'Ajax de Luis van Gaal. Troisième élément très important pour la personnalité que vous deux vous oubliez, messieurs, c'est aussi le rapport avec les autres, c'est-à-dire ses coéquipiers, son entraîneur, le respect du jeu. Et donc il y a vraiment cette idée de nous dont parlait Damas plus tôt, qui est fondamentale dans l'esprit de Van Gaal. Absolument. En plus, par rapport au nous, c'est que Van Gaal n'hésite pas à contacter les joueurs par rapport à cette philosophie, par rapport aux entraînements dans la vie quotidienne, par rapport à l'échange entre les joueurs. Ce qui est intéressant avec Van Gaal, c'est que l'individuel disparaît à la place du collectif. Et il y a une des stratégies où l'été 2018, on a dit que Gareth Southgate s'était inspiré de la NBA par rapport à la technique des Spurs de San Antonio en jouant pick and roll. Donc je fais un petit coucou à nos confrères de Team Duncast, Sport Content est bien convenu. Oui, les écrans de Boston sur les coups de pied arrêtés aussi. Exactement, avec les différents écrans. De Brad Stevens, tout à fait, donc les Celtics de Boston qui sont voilà. Et en plus de ça, c'est que on met en avant comme quoi c'est Gareth Southgate, mais non, c'est Ronald de Boer et Frank de Boer, donc les Twins de Boer, qui sont allés voir Van Gaal en lui faisant part que oui, il y a cette stratégie en NBA de jeu faux écrans pour dérouter et pour être performant sur les coups de pied arrêtés. Et ça a très bien tourné à l'Ajax au cours des années 93, 94, 95. L'Ajax met 20 buts sur coup de pied arrêté au cours de la saison 1994. Incroyable, Johan. Incroyable. 20 buts. 20 buts. C'est dire comment justement cette pratique a été travaillée et retravaillée. C'est pour ça qu'aussi on n'a pas dit qu'on parle de l'école Ajax Amsterdam avec tous les différents aspects justement qu'on a évoqués. Voilà pourquoi on parle d'école Ajax Amsterdam. Et ça, justement, le côté tips, le travail des coups de pied arrêtés, c'est vraiment des aspects qui montrent que l'Ajax Amsterdam se mue en véritable école malgré toutes les catastrophes économiques qu'ils ont connues précédemment. Et vous ajoutez à tout ça un scouting performant. Et là, messieurs, vous avez les frères de Boer, Bogaard, Reisiger, Davids, Seedorf, Overmars, Kluivert, Litmanen, Kanu, Finidi George. Finidi George, ouais. C'est tout simplement extraordinaire. Et on verra tout à l'heure qu'avec ces joueurs-là, ils vont accomplir des choses extraordinaires. Autre élément extrêmement important, et je vais donner la parole à Tate, qui va influencer toute cette période, c'est le fameux 3-4-3 de Luis van Gaal. Le 3-4-3, exactement. Là, vraiment, le 3-4-3, il se développe vraiment à partir de 94, quand Rijkaard arrive. Je voulais la compo, donc on a Van der Sar qui est vraiment définitivement installé dans les buts, avec tout ce qui est relance courte, vraiment au pied, avec Reisiger à droite, qui est avec le décrochage des relayeurs, avec Blind au centre. Blind et Rijkaard, curieusement, c'est les deux qui n'ont pas vraiment de consigne, entre guillemets, parce que c'est les deux qui ne sont pas malléables. C'est les deux expérimentés aussi. Exactement. Les deux leaders. Qu'il avait avec Bergkamp, c'est qu'il est vraiment malléable qu'avec les jeunes. Mais avec les joueurs un peu plus expérimentés, il a un peu plus du mal. Tout à fait. À gauche, on a Frank de Boer. Dans l'axe, on a Rijkaard. À droite, Clarence Seedorf. À gauche, Davids. En numéro 10, 9,5, Litmanen. À droite, Finidi. À gauche, Overmars. Et en pointe, on a soit Ronald de Boer qui peut se déporter à droite, soit Kanu et bien sûr Patrick Kluivert. Alors c'est très important, là, tu viens de nous faire un peu l'équipe type, notamment de la saison 94-95, pardon. Mais ce qui est un peu important aussi de rappeler, Johan, c'est que c'est au-delà du fait que ce soit des joueurs précis à des postes précis, ce sont des numéros qui ont des rôles précis. Et ce sont des rôles précis pour chaque poste qui sont joués à l'Ajax depuis les U10. C'est ça, exactement. Comme une fois de plus, je rebondis sur le côté école justement de l'Ajax Amsterdam, les rôles qui ont été attribués via des numéros. Donc voilà, à travers tous les joueurs qu'on a dit, chaque joueur a sa mission justement, et chaque joueur a une particularité qui lui est propre. Et à ce moment-là, tous les joueurs, à partir des grands matchs, même dans n'importe quel match, tous les joueurs savent ce qu'il a à faire pendant le match. Exactement. Et à titre d'exemple, moi, il y a
une action justement qui, bon là on va un petit peu embrayer sur la Ligue des Champions 94-95, mais il y a une action moi qui est vraiment qui caractérise justement ce côté rôle qu'il a effectué, c'est ce match contre le Bayern de Munich que l'Ajax gagne 5-2, le pressing qui est effectué incroyable. Justement côté gauche avec Clarence Seedorf et puis Marc Overmars, il me semble que c'est sur Sami Kufour. Et là, à ce moment-là, vous avez tout le stade de l'Ajax Amsterdam qui applaudit. Et on a Louis van Gaal aussi qui se lève, crayon à la bouche, qui applaudit justement. Vraiment que tout le monde est conscient qu'il y a une mission justement qui est magnifique, qui est donnée en fait à chaque joueur et que chaque joueur doit exécuter cette mission à la perfection. Et c'est bien que tu parles de ça, Johan. Hein. C'est vraiment très très bien. Excuse-moi, Reda. C'est que comme on inculque ça très jeune, c'est-à-dire que le joueur qui grandit dans cette institution a ça dans sa culture. Tate a fait part, il y a 5 minutes, avant l'intervention de Johan, c'est que Van Gaal a du mal avec les joueurs un peu plus vieux. C'était le cas notamment avec Brian Roy, où ça a été très compliqué. Et Wouters aussi. Wouters, qui était même un chouchou lors de l'arrivée de Van Gaal, de la part des supporters de l'Ajax, c'était très apprécié par Young aussi. Bien sûr. Exactement, qui a pris la porte. Non, mais il y avait l'argent aussi. C'est vrai. Et puis, il était bankable. Mais si c'était pas le cas, je pense que Van Gaal aurait quand même gardé plus Young que par rapport à Bergkamp. Bon, après, ça, c'est que mon avis personnel. Vous pouvez parfaitement le remettre en cause. Oui. Je pense que Young paraissait un peu plus dans l'affaire que par rapport à Bergkamp. Damas, Bergkamp, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde. Tu veux lui apprendre quoi, entre guillemets? Mais c'est ça le problème, c'est que Van Gaal. Ballon d'or, il me semble, en 92. C'est ça, 93, je crois, il est pas loin. 80. Ouais, voilà. À la sortie de l'Euro 96, il est 3e. Ouais. Voilà. 92, 92, que les Pays-Bas auraient dû gagner encore une fois, mais qu'ils ont échoué. Ça, c'est encore un autre point qu'on verra dans un autre podcast qui m'énerve. On aura l'occasion d'en parler. Merci Reda. Mais pour terminer ce développement, c'est que les joueurs qui ne rentrent pas dans le modèle philosophique qui est inculqué prennent la porte. C'est ça. Justement, c'est malheureusement avec Van Gaal, c'est ça. C'est vrai, il n'y a pas deux chances. Mais c'est intéressant parce que cette saison, justement à la fin de la saison 93-94, Litmanen finit meilleur buteur du championnat avec 26 buts. Il faut aussi voir le travail de Litmanen de pressing effectué. Et peut-être aussi que Bergkamp n'était pas capable de le faire de cette manière-là et que Louis van Gaal est beaucoup trop borné pour changer de tactique, pour faire plaisir à Van Gaal. Et justement, cette fameuse saison 94-95... Pardon ? À Litmanen, faire plaisir à Bergkamp, excuse-moi. Oui. Alors en 1994-95, c'est cette fameuse saison. Maintenant qu'on a vu toutes les raisons de ce succès en profondeur, on y arrive. Je vais d'abord demander à Tate de parler de cette double confrontation en phase de poule contre le Milan, 2-0 aller, 2-0 retour. C'est simple. Le Milan est la meilleure équipe d'Europe. Le Milan est champion d'Europe. Ils viennent de mettre 4-0 à Barcelone quelques mois plus tôt à Athènes. Donc ils sont confortés par ce trophée et avoir mis la leçon à Johan Cruyff. Donc ils arrivent à Amsterdam, 2-0. 2-0, ils comprennent pas ce qui se passe et tout ça. 2-0, ils sont dans le jeu, ils prennent tout dans le jeu. Ah oui. Et là, on est à l'aube vraiment d'une équipe. On se dit, mais c'est qui ces mecs? Parce qu'à l'époque, c'est pas à l'époque les médias, enfin le football n'était pas autant transmis comme aujourd'hui, médiatisé comme aujourd'hui. Et on se dit, le 2-0 du Milan, c'est qui ces gens? Entre Litmanen, Ronald de Bourg qui marque ce soir-là, on se dit à Milan, on se dit mais on découvre des gens. On découvre des gens. Et match retour aussi, pareil, à San Siro. Bien que le Milan avait une option pour la qualification, même si c'était pas mathématiquement fait, 2-0 aussi. Et on découvre Van Gaal aussi. Et complètement. On découvre Van Gaal 4 ans, qui est arrivé 4 ans plus tôt. Et quand il arrive, il dit au président, vous prenez la meilleure décision de votre vie en m'engageant. Ça, je voulais le dire un peu plus tôt. C'est du Louis van Gaal craché, ça. C'est incroyable. Non, mais Milan sous Berlusconi, sur un match aller-retour, n'avait jamais pris 2-0 sans marquer comme ça. Et puis, pour la petite anecdote, ce qu'il faut savoir, c'est que le match aller à Amsterdam où l'Ajax gagne 2-0, vous avez les joueurs de l'Ajax qui sont comme des fans devant les joueurs du Milan, qui demandent à chacun leur maillot, etc. Et vraiment, les joueurs de l'Ajax avant le match sont vraiment impressionnés parce qu'ils jouent contre des mecs qui sont déjà des stars quand même. On parle quand même de joueurs qui sont extraordinaires. On parle de vice-champions du monde notamment et champions de vainqueurs de la Ligue des Champions. Au-delà de ça, Johan, c'est aussi une question entre guillemets philosophique. Pourquoi ? Parce que au Milan, il y a quasiment que des joueurs de plus de 25 ans, voire beaucoup plus vieux, du côté de l'Ajax. Ça serait plus précis la moyenne d'âge.
Pour le coup, et du côté de l'Ajax, c'est beaucoup plus jeune. Il y a quasiment presque aucun joueur, si ce n'est 3 ou 4, qui ont plus de 25 ans dans l'équipe type. Donc c'est vraiment des enfants qui vont jouer contre leurs idoles. Et bien sûr, et justement, ce que tu fais bien t'as bien fait justement de faire le comparatif entre Milan et l'Ajax Amsterdam, c'est que le côté empreinte marque du club, l'Ajax justement, c'est inspiré du Milan AC un petit peu, du Milan AC Capello, parce qu'il y avait ces joueurs-là qui inculquaient justement la marque Milan AC, comme des joueurs comme Demetrio Albertini, comme Maldini, comme Baresi, comme Costa Curta. Et justement, l'Ajax Amsterdam veut mettre en place aussi ce système-là, où il y a une identité qui est mise en place et qui doit être respectée par n'importe quelle personne qui intègre ce club en fait. Exactement. Le nous, Luis Van Gaal l'a pris du Milan AC. Exactement. Et vous savez ce que dit Franck de Boer à la fin du match retour 0-2 qu'emporte l'Ajax. Il dit à la fin de ce match, on savait qu'on n'avait rien à craindre de personne. Oui, excuse-moi de faire cet aparté-là. Tout se joue aussi en préparation. Il joue à Bernabéu contre le Real. Il met 3-0 contre le Real en match amical au Bernabéu. Van Gaal dit, ce soir-là, on aurait pu en mettre 10. Et ce soir-là, qu'il découvre qu'il peut faire une grande saison. Contre le Real, tu n'étais pas obligé de le préciser. Mais c'est bien de le signifier, ces petits points-là, parce que même si c'est un match amical, ça reste le Real Madrid. Et ça gonfle l'esprit, ça gonfle la motivation. Et bien sûr. Non mais ça je veux bien te croire parce qu'on en parlera de la saison justement d'après, et en plus en parlant de ce match-là à San Siro, match retour en poule, parce qu'il faut y signaler que l'Ajax fait une contre-performance contre Salzbourg au cours de cette poule-là où ils font un partout. Aucun match contre Salzbourg. Salzbourg qui font 2 matchs nuls, mais c'est Jari Litmanen et Casino Salzbourg. Ouais. Et t'as Jari Litmanen qui égalise à la fin du match, pied gauche pivot, parce qu'il y a des buts que met Litmanen aussi, donc il faut s'il vous plaît monsieur en parler. Mais c'est vraiment des buts clés. Pourquoi tu rigoles? Non, mais il faut en parler, ça me fait rire. Et on va en parler. Il faut en parler. Notamment ce premier but à San Siro qui met. Mais Johan, tiens, tu as la parole. Tout à l'heure, tu parlais, tu t'es précipité pour parler de la demi-finale contre le Bayern. Je t'en prie, argumente davantage. Ce match contre le Bayern, en fait, y a match nul au match en Allemagne, 0-0. 0-0 à l'Olympia Stadion. Honnêtement, moi, je pense que après, moi, je ne suivais pas encore le foot à l'époque, mais quand je vois le premier tour que fait le Bayern dans le groupe du PSG, on se dit que l'Ajax, après avoir battu aller-retour le Milan AC, on pense que l'Ajax peut gagner, mais on n'imagine pas une telle maîtrise en fait. Ouais, bien sûr, ça reste une grosse équipe européenne. Oui, c'est vrai que le Bayern, quand même, c'est une grosse cylindrée européenne, mais le Bayern, quand même, est assez faible cette année-là. Le Bayern est assez faible cette année-là. Donc voilà, c'est plus Dortmund qui domine en ce moment le championnat d'Allemagne. Tout à fait. Et puis il y a cette victoire. Il voulait le placer. Tu voulais le placer. Il a raison. Il a raison. Il a raison fort. Vas-y, Johan. Bien sûr. Et puis, donc voilà, comme je dis, c'est Dortmund qui domine le football allemand à cette période-là. Et puis, il y a cette victoire 5-2 à Amsterdam, où on voit vraiment l'Ajax Amsterdam qui déroule totalement sur ce match. Moi, là, quand je suis en train de vous parler, le premier but qui me vient à l'esprit, c'est cette frappe de Finidi George qui va en pleine lucarne droite. C'est extraordinaire. La feinte de Jari Litmanen juste devant, etc. C'est vraiment, on a vraiment vu une équipe qui vraiment était au-dessus de tout le monde cette année-là en Europe, que ce soit, comme j'ai dit, le pressing qu'il y a justement près du banc des remplaçants et où il y a l'entraîneur Van Gaal. Il y a aussi le but de Overmars où le tir justement se bloque contre la barre. Bloqué. Il y a ça, et puis voilà, il y a aussi la masterclass de Jari Litmanen, la demi-volée qu'il met. C'est vraiment sur ce match-là on a vu que l'Ajax Amsterdam avait franchi un cap et devenait justement un très 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 grand d'Europe. Donc tâter la victoire finale contre le Milan, encore une fois, n'est pas une surprise. C'est pas une surprise. Ils les ont battus 2 fois. Mais même s'il y a un terme de match un peu timoré, un peu parallèlement au match aller-retour en phase finale, c'est des matchs aller, match nul 0-0 et match retour où ils déroulent. Et vraiment, ce match-là est un peu la résultante de ça. C'est première mi-temps un peu timide avec une équipe de jeunes, encore une fois. Et la deuxième mi-temps domine, non? Avec les occasions de Marco Simone, oui, c'est ça. Milan domine, mais c'était une domination un peu stérile et Kluivert qui marque en deuxième mi-temps et victoire méritée. Et Milan, je le répète, Milan qui perd 3 fois contre une même équipe la même année, c'est jamais vu. C'est jamais vu. Mais sous le but de Kluivert, vous avez vu comment il amène le ballon?
Ah, Déjà, le mec, il a 18 ans, il se permet de faire des contrôles comme ça pour amener vers le but. Et quand il contrôle son ballon, il y a son corps qui joue parce qu'il y a un tacle à côté, je crois que c'est Baresi. Et même le tir. Non, c'est trop. Damas, tu vois, ce but de Kluivert, c'est la totale, c'est le tips en fait. Technique, intelligence, personnalité et rapidité. Parce qu'il le faut. Il remplace Litmanen. Un changement clé vraiment de la part de Kluivert, de Van Gaal, parce qu'on dit que c'est le changement le plus important de sa carrière. J'ai entendu parler de ça de la part des journalistes, comme quoi c'est le changement le plus important, la sortie d'Itmanen pour la rentrée de Kluivert. La rentrée de Canou aussi. La rentrée de Canou. Ce qui fait Maldini sur le mais Kluivert, pour en revenir sur Kluivert, à l'été de 95, encore une fois, t'as les journalistes qui vont voir Van Gaal qui lui disent oui, là, le PSV prennent Ronaldo et vous allez prendre qui cette année, parce que bon, ils prennent des stars et vous prenez qui? Nous, c'est pas grave, on a Kluivert. Et c'est normal. Et c'est tout à fait compréhensible qu'il parle comme ça, qu'un jeune homme qui n'a pas encore 19 ans au 1er juillet comme Ruud van Nistelrooy se permette de parler comme ça, marqué en finale de Ligue des Champions contre le Milan, qui a gagné 4 Ligues des Champions en 7 ans, je crois. Non, les gars. Sachant que cette même saison. 3 et 4 finales. Sachant que à la fin de cette même saison, l'Ajax finit champion sans perdre un seul match. Et c'est ainsi qu'on entame la saison 95-96, qui est à mon sens encore plus impressionnante. Alors évidemment, l'Ajax va devenir champion pour la 3e année consécutive. L'Ajax va perdre en finale de la C1 au penalty contre la Juve, mais elle continue d'impressionner Tate tout au long de cette saison, malgré le départ en retraite de Rijkaard, malgré les premiers signes de ce qui va faire beaucoup de mal à l'Ajax, l'arrêt Bosman et le départ de Clarence Seedorf pour la Sampdoria. On a quand même, encore une fois, sur cette saison, l'Ajax qui est sur les mêmes bases que l'année précédente, voire encore meilleur. Encore meilleur, on va dire, le jeu va un peu plus vite par rapport à l'année d'avant. Plus sûr d'elle. Un peu plus sûr d'elle, et pareil, en poule, c'était le Milan l'année d'avant, cette année, l'année d'après, c'est le Real, 1-0, 2-0, et match de poule invaincu, 1 but encaissé, 15 buts marqués. Incroyable. Allez, 15 buts marqués, non mais vous vous rendez compte, 15 buts marqués pour 6 matchs. Exactement. Et les tours d'après, là, il n'y a même plus de round d'observation, là, c'est 2-0 sec, un match aller en Allemagne contre le Dortmund, l'équipe de Johan, hein. Et une équipe plus mature, plus sûre d'elle. Et je suis persuadé que si le match avait joué dans un autre contexte qu'en Italie, à l'époque, en 96, si c'était en Espagne, en Angleterre ou en France, peut-être que l'Ajax aurait pu gagner cette Ligue des Champions encore une fois. Peut-être avec des si, on devient Omar Sy. Mais personne va sourire. Hein. Là, on sourit pas, parce que l'Ajax perd, hein, contrairement au Marseille. Moi, je souris en tout cas. Après, bon, chacun fait ce qu'il veut. Ah oui. Oui, toi, Reda, je peux te comprendre. Damas, ta lecture de la saison 95-96 de l'Ajax. Il faut également signifier qu'il y a eu certains faits divers qui ont aussi bousculé l'Ajax au cours de cette saison, notamment l'accident de Kluivert où il a failli tomber en dépression. Il a fait un accident de voiture, je pense, Il a tué quelqu'un. Je sais pas, moi je crois qu'il y a eu quand même un. Il a tué quelqu'un. Ah, il avait tué quelqu'un. C'est homicide involontaire. Parce que moi je pensais qu'il avait eu un gros accident, mais bon, enfin bref, merci Tate de la précision. Cette mort-là a clairement entraîné Kluivert à un moment d'impression. Ça a été très difficile pour lui. Et nous qui sommes africains, Georges Didier a perdu un parent au Nigeria. Mais pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça? Il s'est fait abattre au Nigeria. C'est ça, il y a eu un assassinat. Nous qui sommes africains, messieurs, vous savez ce que la mort entraîne dans nos familles africaines. Mais pourquoi vous rigolez? Georges Philippe, ça a été très difficile pour lui. C'est pas obligé de dire tout ça. Tu sais, même les Occidentaux, quand ils perdent un membre de la famille, ils sont tristes. Oh, Reda, je t'en prie. Reda. Et nous qui sommes Congolais, il faut souligner l'émergence de Kiki Moussampa. Mais il a gagné la Ligue des Champions en 95. Il a gagné. Mais là, il joue plus en 96. Oui, il joue plus, c'est vrai. Il joue plus. Kiki Moussampa est beaucoup plus présent en 95-96. Mais concrètement, l'arrêt Bosman, ce qui a dérangé aussi le vestiaire par rapport à l'Ajax,
c'est que l'arrêt Bosman, on a compris que les clubs européens commençaient à lorgner, à ouvrir les yeux par rapport au potentiel des joueurs de l'Ajax, et ça a commencé à déstabiliser un petit peu le vestiaire par rapport aux opportunités qu'il y avait, parce qu'on a vu, il y a le premier départ de Seedorf, parce qu'il faut dire, Seedorf prend très mal la sortie en deuxième mi-temps lors de la finale contre le Milan AC en 95. Il est remplacé, je ne sais plus par qui rentre en jeu, et ça l'a quand même touché. Ça l'a quand même touché. Oui, il semble que c'est Kanou. Oui, c'est Kanou qui rentre vers la 55e, 56e de jeu. C'est Kanou et Debourg qui reculent là. Exact, qui recule parce que à l'Ajax, des joueurs savent jouer sur plusieurs postes, comme on le sait bien. Et cette sortie a quand même fait mal à mon avis à Seedorf. Bon, ça c'est un cas d'aparté, mais par rapport à l'Ajax, l'arrêt Bosman, on pourra y rentrer là-dessus, messieurs, a encore une fois concrètement démantelé ce fabuleux vestiaire. On va terminer le podcast avec justement l'arrêt Bosman. Oui, Yohan. Excuse-moi, Reda. Ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est qu'il y a eu une certaine tension qui s'est mise en place par rapport notamment au salaire que certains joueurs touchaient par rapport à d'autres, notamment les Debourg qui touchaient un beaucoup plus gros salaire justement que les Kluivert, etc. Oui. Et justement, ces problèmes de salaire justement se sont déportés vers l'Euro 96, notamment où les Pays-Bas ont été ridicules, catastrophiques. Et justement, ces problèmes de vestiaire, ça a été un tout en fait, notamment l'arrêt Bosman, les problèmes de salaire qu'il y avait aussi dans le club. Et c'est ça qui a fait que la machine s'enraye un petit peu, quoi. On aura l'occasion d'en parler à plusieurs reprises de cette situation dans les prochains podcasts. J'aimerais que tu gardes la parole, Yohan, pour nous parler de la Ligue des Champions de Jari Litmanen. Oh là. Jari Litmanen, c'est vraiment sa meilleure saison, je pense, à titre individuel. Je pense que c'est vraiment sa meilleure saison. On pense aussi qu'il mérite le Ballon d'Or en 95, mais en 96 aussi, il ne doit pas être loin. Après moi, c'est à mon avis. Moi, à mon avis, Jari Litmanen mérite d'avoir le Ballon d'Or sur les deux saisons là, oui. C'est ça. Mais en 96, je pense qu'il est encore plus fort qu'en 95. Et Jari Litmanen, si je ne me trompe pas, est le meilleur buteur de la Ligue des Champions 1996. 9 buts en Ligue des Champions, ouais, il marque aussi en finale, même si le but est vraiment dégueulasse. Mais voilà, il n'y a pas de but dégueulasse en finale. Ah non, aucun. Ouais, les deux buts sont très moches en finale. Ça, il n'y a pas photo. Hein. Même si on va dire celui de Gravanelli est un peu plus, voilà, compte tenu de la difficulté. Mais bon, pour revenir à Litmanen est le meilleur joueur je pense, européen cette année-là. Et malheureusement, il ne gagne pas ce Ballon d'Or au profit de Matthias Sammer, mais il est clair que Jari Litmanen est vraiment le boss pour moi cette année-là en Europe, quoi. En fait, son problème à Jari Litmanen, Tate, c'est qu'il est finlandais. Exactement. Et à l'époque, le Ballon d'Or, il fallait, surtout dans des années où il y avait des grandes compétitions internationales, il fallait jouer une grande compétition internationale, voire même faire jouer un match à élimination directe, une phase finale. Et malheureusement, il l'a pas fait. Il ne participe pas. Et malheureusement, les yeux étaient plus rivés à l'Euro qu'en saison régulière. Et malheureusement, il n'a pas pu obtenir ce titre de meilleur joueur du monde. Alors, on arrive à... Oui, Damas. Non, je voulais juste revenir un peu sur la palette de jeux qu'a Jari Litmanen, parce que sur la plupart des buts qu'il marque en Ligue des Champions, il marque sous différentes formes. En pivot, comme j'ai dit, contre l'AEK Athènes, mais également un match contre le Milan AC où il part de loin. C'est-à-dire il part d'une ligne arrière en tant comme un espèce de numéro 10 et se projette en avant sur 20 mètres. Et donc, faut dire encore une fois, un coup de chapeau au staff de l'Ajax qui l'a permis à se former pour marquer ce genre de but-là. Parce qu'au fur et à mesure de sa carrière, Jari Litmanen ne court plus comme ça. Ne court plus ainsi. Je pense que vous vous souvenez un peu des images à Liverpool où c'était assez compliqué pour se déplacer. C'était dur. À Barcelone, hein. On est d'accord, messieurs. Mais Jari Litmanen part de loin sur des buts sur lesquels il y a l'appel de balle qui part de derrière la défense pour la dépasser. Et concrètement, ce genre de but-là était concrètement un changement par rapport au type de jeu qui était à la défensive au cours des années 90. Donc Jari Litmanen, on peut le dire par rapport à l'Ajax de son entièreté, c'est quelque chose de novateur qu'a fait l'Ajax et que Pep Guardiola a repris. Il faut bien que tout le monde retienne à la fin de ce podcast que Jari Litmanen est un précurseur. Et malheureusement, c'est un joueur qui est souvent oublié dans les discussions. Et j'espère qu'on lui aura rendu suffisamment honneur autour de ce podcast-là. On arrive vers la saison 96-97 où c'est quelque part la fin de cet Ajax. C'est le début du déclin. Le PSV reprend le titre cette année-là. L'Ajax finit dans une malheureuse 4e place. L'arrêt Bosman va détruire tout simplement ce club-là. Davids, Reisiger, Kanou et tant d'autres s'en vont.
Van Gaal, de son côté, va aussi succomber, et peut-être même un peu trop tôt, aux appels de d'autres clubs, et notamment du côté de la Catalogne. Il y a un match qui est très important sur cette saison-là, c'est évidemment la demi-finale de Ligue des Champions contre la Juventus en 96-97, mais on lui consacrera un podcast, donc on n'en parlera pas énormément. Mais voilà, je vais vous poser une question chacun pour terminer ce podcast. Yoann, comment tu vois cette fin d'Ajax? Est-ce que pour toi, il y a un côté où Van Gaal a laissé tomber aussi quelque part, où à partir du moment où lui aussi voyait ses joueurs partir, lui aussi il va partir, il n'y a plus forcément quelque chose derrière laquelle on court du côté de l'Ajax? Oui, je pense que voilà, Van Gaal a imité justement ses joueurs, il a imité ses poulains, et je pense que voilà aussi le climat devenait de plus en plus délétère au sein du club. Et je pense que c'est tout naturellement que lorsque l'offre du FC Barcelone arrive, c'est tout naturellement qu'il part. Et pour moi, je pense qu'il a fait le choix qu'il fallait faire, d'autant plus que Barcelone s'est bien réjoui justement des titres qu'ils ont gagnés sous son ère, quoi. Damas, oui. Cette saison 96-97, qu'est-ce qu'elle dit des limites du système Van Gaal? Ou est-ce que ça en dit plus sur les limites d'un nouveau système footballistique dans lequel on va rentrer à partir de cette saison? Un nouveau système footballistique qui va entraîner l'aspect économique. Et cet aspect économique répond à ce que les clubs soient présents également sur le marché des transferts pour garder cette attractivité auprès des joueurs déjà présents dans l'équipe, de se dire qu'on est toujours dans le coup. L'Ajax se fait dépouiller parce que, déjà de 1, les Pays-Bas, malheureusement, ne sont pas une plateforme économique majeure de la part de leur club. Donc, ça a beaucoup joué auprès des autres clubs européens et même du marché européen en tant que tel. Sans compter aussi que Van Gaal n'a pas bénéficié de l'apport de tous les Pays-Bas et on va dire du clan néerlandais du football. Johan Cruyff et même plusieurs, notamment Johan Cruyff, n'était pas forcément non plus très enclin à voir une autre personne que lui régner à l'Ajax. C'est ce qu'il disait, Van Gaal. Donc il y a beaucoup de personnes qui l'ont beaucoup critiqué, qui l'ont pas aussi mis en avant par rapport à ce qu'il a fait, alors que beaucoup, même en Europe, devraient se faire, notamment les Français, parce que c'est pas normal non plus qu'on puisse mettre pas en avant ce genre de période qu'on doit concrètement, que tout footballeur sur terre doit se dire, purée, c'était merveilleux ce que faisait l'Ajax. Donc il y a eu ça. Et troisième point, est-ce que l'Ajax, en tant qu'institution, était capable de faire face à la Red Bosman pour tenir le coup? Parce que c'est pas uniquement qu'une affaire de transfert. Bien sûr, bien sûr. C'est pas qu'une affaire de transfert, c'est-à-dire même également dans l'aspect économique au niveau des salaires, au niveau des contrats, au niveau des joueurs, les marchés, les ventes aussi, il faut le dire. Les ventes, donc toute faibles. Bien sûr. Et le recrutement. Il y a tout ce qui s'ensuit et ce qui a amené aujourd'hui au départ d'Edgar Davids, qui sont même partis pour des sommes ridicules. Ouais, ridicule. Tate, on va terminer le podcast avec toi. Merci Damas. C'est concrètement la plus belle équipe des années 90? Au niveau du jeu, oui, c'est la plus belle équipe des années 90, après le Milan de Sacchi. Toujours après le Milan de Sacchi, je ne pouvais pas te laisser finir sur ça. Évidemment. Après surtout en présence de Damas. Et si tu veux, le Lyon de Siodo aussi. Et le Manchester de Ferguson. Non, mais il y a plein de... Mais l'Ajax, ça reste vraiment l'Ajax. Avoir gagné cette Ligue des Champions avec une équipe de jeunes, ça reste... C'est vraiment ça. C'est vraiment ça qui marque les gens. Ça a du charme. Ça a marqué les gens, ça nous a marqué. C'est la raison pour laquelle on voulait en parler. Merci à tous. C'était Les Libéraux, un podcast produit par Sport Content.